Eh bien, bonjour, à toutes et à tous et surtout à vous 2, Geneviève et Andrea. Donc je suis très, très heureuse de terminer ce cycle d'interviews avec interprétation simultanée sur, la thématique, d'aujourd'hui. Et je commence aussi par remercier, nos 2 interprètes, favoris, Carmine, et Loman, et puis l'équipe, Louise, l'équipe technique, d'In Media Res. Alors, dans les précédentes séances, j'ai un peu expliqué les raisons de notre présence ici, dans ce dispositif très particulier d'interprétation simultanée. Et je citerai à nouveau un philosophe que j'ai évoqué la dernière fois, qui s'appelle Souleymane Bachir Diagne, et qui reprend une expression de Steiner dans un ouvrage. Et cette expression, c'est comprendre, c'est traduire, et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est en comprenant l'autre, en comprenant son contexte, qu'on peut traduire ce qu'il ou elle éprouve. Et donc, pour permettre à l'autre de nous comprendre, ça me semble essentiel qu'on commence aussi par s'exprimer dans nos langues originelles, parce qu'elles offrent une précision euh, presque inégalée par rapport à l'anglais. Donc ce détour par la traduction, il va nous obliger aussi à faire une pause dans cette course à la productivité scientifique, et ça nous oblige aussi à réfléchir à la spécificité de nos contextes, et donc ça évite de faire disparaître parfois des réalités sociales, historiques, culturelles, derrière des grands mots, des grandes notions qu'on utilise dans les colloques internationaux quand on s'exprime en anglais. Donc ce projet un petit peu expérimental, il vise aussi à ralentir et à prendre le temps de refaire passer au premier plan ce qu'on a à dire scientifiquement. Et donc ça veut dire faire passer au premier plan ce qu'on pourrait appeler la traduction épistémique, c'est-à-dire la traduction des points de vue, avant la traduction linguistique. Donc ça, il me semble très important quand on se place dans une posture d'intercompréhension, quand on s'oriente vers une réflexion qui réfléchit aussi à toutes les formes d'imposition épistémique, aux rapports de force qui existent aussi dans l'univers académique euh, entre des régions du monde, et ces rapports de force géopolitiques qui façonnent aussi nos catégories d'analyse. Donc l'idée, c'est de s'arrêter pour réfléchir à ça, et puis évidemment pour réfléchir aussi aux points de convergence et au dialogue possible qu'on peut développer ensemble, même quand on n'a pas les mêmes mots pour le dire. Et la session d'aujourd'hui, je l'espère, va nous le montrer. Alors cette séance, elle est très particulière parce que exceptionnellement, j'ai choisi de mettre en relation deux termes qui me semblent pouvoir discuter ensemble. C'est le terme de subsistance et de persistance. Et en plus, alors, il y a une particularité, c'est que le terme de persistance, il est utilisé en français. On dit que quelque chose persiste, mais il n'est jamais utilisé dans les sciences sociales. Ça reste un nom commun, et donc ça me semble très intéressant. Et un autre aspect intéressant, c'est que en lisant les travaux sur la subsistance et la persistance, il me semble que ce sont deux mots qui donnent à voir des choses que les analyses classiques en termes de domination ne donnent pas à voir. C'est-à-dire que ces deux termes nous permettent de voir quelque part ce qu'il reste après la bataille, ou ce qu'il reste à côté de la bataille menée par un système et des organisations néolibérales. C'est-à-dire que à travers ces deux mots, on voit aussi tout ce qui n'est pas détruit, toutes ces formes de vie qui se développent dans les interstices d'un ordre néolibéral, d'un ordre productiviste, d'un ordre patriarcal. Voilà, donc ça, c'est un point commun qui me semble extrêmement intéressant, et on va y revenir. Alors, je vous présente tout de suite. Donc, Geneviève Pruvot, tu es sociologue du travail et du genre, et tu es directrice de recherche au Centre d'études des mouvements sociaux à l'École des hautes études en sciences sociales et au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Récemment, tu as beaucoup travaillé sur la question de la politisation des modes de vie,
et notamment des modes de vie alternatifs en milieu rural, en articulation avec la pensée féministe. Et en France, ces dernières années, tes travaux ont largement contribué à diffuser la question et les réflexions autour de la subsistance. Andrea Lisette Pérez Fonseca, tu es anthropologue, tu es enseignante à l'université de Antioquia à Medellín, en Colombie, et tu t'intéresses aux questions de résistance et de pratiques artistiques en contexte de violence, notamment auprès de populations populaires en milieu urbain. Tu t'intéresses à l'idée de persistance depuis 2018. Alors, pour introduire l'échange, je vais procéder un peu comme ce que j'ai fait pour les autres sessions, c'est-à-dire évoquer des points de repère sur ces notions qui nous intéressent aujourd'hui, dans la littérature en sciences sociales et notamment en sociologie, et y compris notamment en sociologie du travail. Donc, à l'échelle internationale, j'ai pris pour habitude de regarder aussi le contenu des programmes des congrès mondiaux de sociologie depuis la création de l'Association internationale de sociologie et le premier congrès de 1950. Donc, c'est pas une source exhaustive de l'état de l'art en sociologie à l'échelle internationale, mais ça permet de repérer des tendances et de donner des points de repère à la réflexion. Alors, si on s'intéresse à la subsistance, c'est un terme qui existe depuis longtemps, notamment dans l'anthropologie sociale britannique, et un anthropologue qui s'appelle Jean Coppens nous parle notamment de cette tradition dans les études africanistes et évoque ses travaux sur les activités productives et de subsistance dès les années 1930. Mais en sociologie, c'est plutôt à partir des années 1960 et la sociologie du développement et les études féministes qu'on trouve cette notion, me semble-t-il. Alors, c'est intéressant de voir que spécifiquement dans les études sur le travail, quand on regarde dans le traité de sociologie du travail de Friedman et Naville, publié en 61 en France, il y a a priori aucune référence au terme de subsistance, ni a priori, d'après ce que j'ai pu trouver, il n'y en a pas non plus dans les principaux manuels de sociologie du travail, ni de manière centrale dans l'index de la principale revue en France qui s'appelle Sociologie du travail. Et quand je regarde au niveau du Congrès mondial de sociologie, par exemple celui de 2023, on trouve le terme de subsistance essentiellement dans des contributions asiatiques et latino-américaines, et ce mot désigne un niveau de vie minimal, c'est-à-dire un espèce de seuil de précarité. Sans doute en référence à ce que disait l'anthropologue James Scott sur le droit à la subsistance, qui est en fait un droit qui va définir des besoins minimaux que chaque membre de la communauté doit pouvoir satisfaire. Et donc ce droit à la subsistance, c'est aussi un principe important pour poser l'idée de justice sociale. Donc ça, c'est une première manière avec laquelle le terme de subsistance est mobilisé. Une autre façon dont le terme me semble mobilisé, c'est tout simplement en référence à un ensemble de moyens qui permettent de maintenir un mode de vie, que ce soit la pêche ou que ce soit l'agriculture. Et aujourd'hui, en France, depuis peut-être 5 ans, il me semble, on voit une multiplication de ce terme dans les sciences sociales françaises, et y compris dans des revues généralistes de sociologie et d'anthropologie. Et le travail de Geneviève Pluvaux, a très fortement contribué à remettre ce mot sur le devant de la scène en l'appliquant à des textes d'écoféminisme et plus largement aux alternatives politiques en milieu rural, en lien avec une recherche d'autonomie vis-à-vis du travail en régime capitaliste, mais aussi comme mode de vie qui va être construit en opposition à certains combats qui sont menés par l'État pour l'accaparement et pour l'exploitation de territoires ou de ressources naturelles.
Et puis on le trouve aussi, hein, pour finir, ce terme de subsistance, on le trouve aussi dans des contextes urbains, par exemple avec un ouvrage récent du collectif Rosa Bonheur. Du côté latino-américain, il me semble qu'il y a une légère différence. Et par exemple, on observe dès l'année 2000, dans le fameux traité coordonné par Enrique de la Garza que j'ai déjà évoqué dans les séances précédentes, le traité latino-américain de sociologie du travail, on trouve une douzaine d'occurrences, en 2000 hein, déjà, une douzaine d'occurrences et notamment un chapitre dédié à l'économie informelle qui s'appuie sur cette notion-là. Et après, par contre, c'est intéressant de voir que le terme subsistance disparaît quasiment dans le nouveau traité latino-américain de 2024. Voilà pour ce premier tour d'horizon, et je précise évidemment que c'est pas exhaustif, et aussi je vous invite à critiquer hein, cet état de l'art à partir de vos propres points de vue si vous l'estimez pertinent. Alors si je passe maintenant à la notion de persistance, alors en France, c'est assez simple. J'ai pas trouvé d'usage de ce terme en tant que notion scientifique. Et on parle simplement en français de la persistance d'un phénomène ou la persistance de quelque chose. Alors, il y a une légère différence aussi avec le contexte français dans les années 2000, parce que dans ce traité des années 2000, le traité de Enrique de la Garza, on trouve une dizaine d'occurrences du mot persistance, et la moitié de ces occurrences désignent la persistance de modes de vie, de savoir ou d'économies pré-capitalistes, ou marginales, ou ouvrières. Et là aussi, c'est intéressant de voir que ce terme-là, il va disparaître dans le nouveau traité paru en 2024, et le terme persistance est utilisé, certes, de nombreuses fois, mais en fait, ça renvoie simplement à un mot ordinaire, comme en français. Telle ou telle chose persiste. Dans la littérature latino-américaine, je remarque aussi que c'est pas une notion très centrale, hein, c'est pas encore très répandu, et on pourrait dire c'est peut-être une notion émergente. Et par ailleurs, ça reste une notion, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus un concept arrimé à un paradigme et avec des significations stabilisées. Donc c'est une notion ouverte, et c'est peut-être ça qui est intéressant aussi. C'est en tout cas, quoi qu'il en soit, un terme suffisamment important pour que toi, Andrea et tes collègues, vous estimiez nécessaire de créer un réseau qui est composé d'universitaires et d'activistes, et qui s'appelle le réseau Persistance et Précarité en Amérique latine, la Red de Persistencias y Precariedades en América Latina. Et vous avez notamment publié un livre que je mettrai en bibliographie. Et dans ce livre, vous faites un petit état de l'art sur l'usage de ce mot, et vous montrez que la notion, elle est d'abord apparue pour traduire l'idée d'un maintien des formes de vie subalternes et marginalisées. Et ça, c'était d'abord en 1980 dans l'argumentaire de la CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, et ça désignait en fait des modes de vie paysans face au développement et face à la mondialisation de l'économie. Ensuite, le mot va être utilisé en Colombie dans les années 2000 pour désigner des manières de survivre aux situations de guerre et de violence. Et enfin, vous expliquez que dans les années 2010, ça permet de parler de la puissance des traditions communautaires, paysannes, autochtones, indigènes, populaires, et à leur faculté à ouvrir des horizons. Donc, en tout cas, il y a un intérêt manifeste récemment, même si le réseau a pris fin, je crois, en 2024. C'est un terme qui suscite un intérêt récent, et y compris par des collègues, par exemple, qui travaillent sur la jeunesse et qui récemment, dans une conférence du CLACSO, la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, ils ont utilisé aussi ce terme de persistance. Voilà, donc pour ce premier tour et cet état de l'art qui me permet d'engager maintenant la première partie de cette interview autour de la genèse du mot
Et je voudrais commencer par le mot subsistance. Alors, ça signifie la subsistance, un mode de vie orienté vers l'autosuffisance à l'échelle du foyer. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas simplement du travail domestique, puisque le travail domestique ne crée pas de valeur autre que sa valeur d'usage, et parfois même le travail domestique, enfin souvent, le travail domestique coûte du temps et de l'énergie. Donc la subsistance, c'est plutôt un travail qui produit une valeur matérielle, sociale, psychologique. Et là, je reprends tes travaux, Geneviève, en disant tout cela, et en associant finalement le terme de subsistance à l'idée de sécurité, de bonne vie, liberté, autonomie, autodétermination, préservation d'une base économique et écologique, et diversité culturelle et biologique. Là, je te cite Geneviève. Et donc c'est intéressant parce que cette notion, elle établit un contrepoint avec le système productif capitaliste et la précarité qu'elle produit, que ce soit en milieu urbain ou rural. Par exemple, les auteurs du collectif Rosa Bonheur que j'ai cité nous disent qu'en milieu urbain, la subsistance, elle va venir combler les déficits et les défaillances des systèmes institutionnels de production, et elle va venir combler la destruction des emplois ouvriers, par exemple. Et toi, en milieu rural, avec le féminisme de subsistance, tu nous montres que, là je te cite, les faits et gestes que ces femmes, donc des guérisseuses, des agricultrices biologiques, des éleveuses, des boulangères, des danseuses, voilà, le travail que ces femmes font euh, permettent en fait de créer une opposition à la marchandisation du monde et à la destruction de la biodiversité. Donc Geneviève, pour commencer, est-ce que tu voudrais réagir à cette première définition et pourquoi pas nous raconter comment tu as rencontré la notion de subsistance dans tes travaux et dans ta carrière? Hem et ben, merci beaucoup, hein, pour toute cette belle, présentation des deux concepts. La notion de subsistance, en fait, elle est, venue à la lecture, pour moi en tout cas, en premier d'un ouvrage et coécrit par Mariamis et Vandana Shiva dans le 1er livre en fait, traduit en français, qui s'appelle «Écoféminisme», et donc j'ai découvert, et à partir de là, je suis remontée jusqu'à, aux travaux, des féministes de Bielefeld, allemandes, comme Maria Mies, Veronika Benoll-Thompson, Claudia von Werloff, qui vraiment ont créé en Allemagne une vraie dynamique féministe autour de la notion de subsistance, et c'est une notion qu'elles ont construit en fait à partir de leur observation du travail des femmes dans les pays des Suds. C'est ça qui est vraiment aussi très intéressant, parce qu'en fait, elle voyait du coup des sociétés paysannes et autochtones vivre enfin créer un mode de vie autonome à partir des ressources d'un milieu de vie humain et non humain, pour prendre un vocabulaire qu'elle n'avait pas à la fin des années 70 et 1980. Et donc c'est une définition qui permet d'unir à la fois des sociétés paysannes qui persistent pour faire une connexion avec la notion de persistance, et qui subsistent, c'est ce qu'elles vont dire, parce qu'elles aiment dans le féminisme de subsistance a choisi ce terme pour sa racine latine, qui fait que dans subsistance, il y a le fait de subsister. Et je ne sais pas si on peut faire de subsister au sens de durer. Et je pense que là, on a quelque chose comme un synonyme de persister. Et donc, la subsistance, c'est pas juste tirer de son milieu de vie de quoi vivre, mais c'est aussi pouvoir durer en étant relativement autonome de, des activités de production industrielle qu'il faut acheter.
Et donc du coup, pour moi, ça a été vraiment une révélation, en fait, de découvrir, toute cette manière de conceptualiser, ce que j'aurais pu appeler autrefois, du travail agricole ou du travail artisanal ou du travail domestique, pour trouver un terme plus vaste, mais aussi plus, qui permet aussi de faire des liens avec d'autres, populations que les populations des Nords, et qui s'appelle donc, ce terme englobant, c'est donc le travail de subsistance, ou les activités de subsistance. Donc, comme de mon côté, j'ai enquêté sur une réinvention de la paysannerie, ou d'activités paysannes ou artisanales, écologiques et anticapitalistes. Ces populations, elles, se vivent en sympathie, en complicité complète avec d'autres paysans et paysannes, ou peuples autochtones, à l'échelle, planétaire. Donc, trouver un terme, en plus, féministe, mais dont l'origine n'est pas, enfin, je veux dire, est à ce point, commune entre des pays du Nord et des pays du Sud. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment important. Donc moi, c'est vraiment, ce qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Et puis l'autre point, c'est de faire un lien avec la littérature anthropologique que tu as citée, Flora, sur, ce qu'on va qualifier de société de subsistance. Et là, il y a l'anthropologie anarchiste, en fait, enfin, dont on, avec Marshall Salins, qui a parlé de désigner ces sociétés de subsistance comme pouvant être des sociétés d'abondance. Et donc, il y a aussi Pierre Clastre, et puis après, il y aura plein d'autres auteurs et autrices, mais je pense aussi à David Graeber. Et du coup, ça fait là aussi, ça permet de redonner une signification positive, d'un terme qui pouvait être associé à la notion de survie. Comme tu l'as très bien dit, voilà, c'est des formes de précarité, et la subsistance, c'est vraiment, heu, quand on sort tout juste la tête de l'eau, en fait. Et là, on avait un corpus, aussi bien anthropologique, mais aussi historique, et en sciences politiques avec James Scott, mais aussi, Thompson, hein, qui parle d'économie morale, et qui va aussi parler de droit à la subsistance. Et donc, ça permettait, de requalifier ce terme, la notion de subsistance, non pas comme le minimum vital, mais comme, hem, l'abondance, en fait, que, des sociétés, l'abondance, mais qui reste sobre, hein. Enfin voilà, une abondance qui n'est pas, non plus, dépense, complète, mais une abondance, relativement juste, et potentiellement bien, distribuée aussi. Donc, mais je me suis rendu compte, en faisant des colloques, internationaux, que notamment avec des personnes, brésiliennes, que le terme de subsistance était, connoté négativement. Que le terme, donc je ne sais pas, si ça persiste, mais qu'en fait, comme moi, je parlais de subsistance en France depuis, effectivement 5 ans, depuis que ce corpus de textes de féminisme de la subsistance, a été, traduit, présenté. Le terme, peut être positif, mais je ne suis pas sûre du tout, que c'est le cas, dans des traductions, autres, et qu'il y a quelque chose là vraiment de l'ordre de la, traduction difficile. Je crois qu'en Allemagne, ça a été positif. En anglais, je suis pas, je pense que le terme peut être sémantisé, mais je ne sais pas ce qu'il en est en espagnol, et donc j'ai vraiment des questions à poser là-dessus, même si je pense que, de toute manière, c'est un geste écoféministe assez fort, qui consiste à reclaim,
heu, pour prendre le terme anglais, c'est-à-dire réclamer, revendiquer, justement de se réapproprier des termes dévalués par la société de consommation capitaliste pour leur redonner, justement, toute leur potentiel, à la fois positif, mais aussi émancipateur. Donc là, c'est notre travail à nous, aussi, scientifique, mais c'est aussi un travail militant et en France, il y a aussi un travail militant, qui permet de réévaluer, toute l'importance, de la subsistance. Je ne sais pas si je dois continuer ou pas. Ouais, c'est super, comme, comme entrée en matière, c'est déjà, des développements, je pense assez avancés, et je sais pas si on pourra répondre à ta question, sur la connotation, de la subsistance, en espagnol. Mais voilà, comme, je disais, l'idée c'est de poser des pistes, des jalons et puis après on verra comment se tissent peut-être, des échanges, à partir de là. Je voudrais rebondir en donnant la parole à Andrea autour donc de ce terme que tu utilises, Andrea, et en écho à tout ce que vient de nous raconter Geneviève sur la subsistance. Alors, sur la persistance, ce que je trouve intéressant, il y a plein d'échos, hein, vraiment. Alors, une chose que je trouve intéressante, c'est que il y a quatre caractéristiques que j'ai identifiées dans le texte dans les textes de votre livre. D'abord, c'est l'idée que la subsistance n'existe que de manière dialectique avec la précarité. L'une des autrices dans le livre dit que la persistance est partie prenante d'un répertoire de vie, de communautés et de sujets subalternes, à travers lequel, à travers la subsistance, à travers laquelle il gère des situations de précarité et d'oppression, et que en fait, l'autrice nous dit que chaque persistance est une réussite utile à la survie et même au-delà, à l'amélioration de la vie quotidienne d'un groupe social. Donc ça, je trouve ça intéressant, cette idée de dialectique avec la précarité. L'idée qui en découle, c'est une deuxième caractéristique, c'est le fait que la persistance de ce point de vue n'est pas seulement une réaction, n'est pas seulement une réponse, mais c'est aussi une affirmation. C'est aussi la génération de propositions, de créativité, d'expérimentation nouvelles. Il y a aussi l'idée de combativité qui va être multidimensionnelle. Parce qu'en fait, les persistances, elles sont construites sur des inégalités qui vont porter sur des conflits territoriaux, sur la langue, sur l'habitat, sur des conflits liés aux subjectivités basées sur des formes d'assignation ou de stigmatisation. Et puis, ça se joue aussi dans la création artistique, dans le corps, dans la mémoire. Et toi, tu as travaillé sur la mémoire, Andrea. Et il y a enfin une autre caractéristique qui fait écho à ce qu'a dit Geneviève, qui est l'idée de notion temporelle. Puisque dans la persistance, il y a l'idée d'une prise de conscience progressive des ressources détenues par des groupes subalternes, et ça se fait dans le temps. Donc on va y revenir, mais dans un premier temps, Andrea, est-ce que tu es d'accord pour réagir à cette première définition et aussi pour nous expliquer de la même manière comment tu as rencontré ce terme de persistance dans ta carrière? Buenos días y también Bonjour, estoy como Jeanette, comme muy honrada de Geneviève, poder estar je suis compartiendo este heureuse de espacio pouvoir y de poder être dans cet espace avec hacer vous, un le partager diálogo sobre et las entamer normas que un para mí dialogue y sur des para el notions grupo con qui, el que pour yo moi participo son tan et importantes. pour Para mí fue notre un groupe, descubrimiento sont des también termes el de importants sobrevivencia, sur la por découverte ejemplo, de en la el diálogo survie. material, porque es muy importante este Et tout ce diálogo. que Bueno, Flora a commenté creo m'intéresse, que et la esta biographie introducción aussi. que haces, Alors, Flora, cette de la introduction que traducción es Flora muy a faite importante sur la en el traduction notamment sentido est de très que importante, hay car ciertos
il y a une certaine dynamique, des conditions pour les contextes qui permettent de développer certaines choses et d'autres non. Je pense donc que la notion de persistance émerge dans ce que je vois parce que j'ai beaucoup exploré et la persistance est souvent utilisée de manière quotidienne, routinière, du fait de persister dans quelque chose, persister dans la domination, l'aliénation, l'exploitation, et très très peu souvent est utilisé comme un concept qui donne le sens auquel tu as fait référence, Flora. Cette notion, je l'ai souvent pensée pour voir comment nous sommes arrivés à ce terme, et je n'ai pas vraiment pu identifier le chemin qui nous a amenés là, mais j'ai identifié ce qui nous manquait pour comprendre que cette notion avait sûrement plus de puissance. Il y a de nombreuses années que je travaille sur le concept de résistance. C'est un concept qui m'a toujours intéressé. J'ai lu Scott, j'ai lu toute la littérature qui parle de ces catégories et j'ai une trajectoire plus anthropologique et je me suis intéressé aux tissus sociaux profonds en termes de définition, de sens. Et je pense que la résistance est une catégorie très puissante, mais qui existait en réaction à quelque chose. Le fait que des communautés, des sujets soumis refusaient cette soumission au pouvoir. Et il y avait quelque chose qui était étroitement lié au tissu social profond et qui se maintenait. Et j'ai également abordé la question de la guérilla du point de vue de la révolution et du renversement du système capitaliste en pensant à ce qui pourrait générer une solution alternative. Il m'a toujours semblé important, et je l'ai vu à plusieurs endroits, dans une situation fermée, on voit tout d'un coup une fissure et on s'introduit dans cette fissure et on voit même des marguerites qui émergent des fissures. C'est la force de la nature que l'on voit. Donc en cherchant ces fissures, on voit les projets de libération et révolutionnaires ont des limites, nous en sommes conscients et conscientes. Je me suis intéressé à des sujets, des communautés soumises, et j'ai vu qu'il y avait des dynamiques différenciées du capitalisme, de l'aliénation, et qui vivaient sur la mémoire, qui vivaient sur la tradition et qui généraient des liens. Et en l'occurrence, le collectif est très important parce que tout cela produit une situation individuelle ou spécifique, mais ce sont les processus communautaires et collectifs. Nous ne travaillons pas qu'avec des peuples autochtones, pas seulement avec des afrodescendants, pas seulement avec des paysans. Nous travaillons souvent également en périphérie des villes comme Medellín, et nous avons pu démontrer qu'il y avait une certaine forme de récréation collective, et c'est justement dans cette dialectique avec la précarité, parce que cela ne se produit pas dans les classes moyennes ou dans les élites, à moins que des sujets en soient conscients et soient volontaires pour s'engager dans ces options. La caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de solution alternative, où l'on meurt, ou l'on fait autre chose. Et autre chose, ici, c'est de générer des possibilités de vie au sein de la précarité. Donc, en travaillant avec des populations qui sont revictimisées, qui sont migrantes, et malgré
toutes ces trajectoires, elles sont parvenues, à partir d'une attitude collective, de créer un quartier. C'était vraiment cette image de la marguerite dans le ciment. Un quartier qui était approvisionné en eau. Ces personnes ont pu construire une école, elles ont pu aller suivre des cours et par le biais du collectif, elles ont pu avancer. La nourriture était également préparée pour tous et pour toutes. Tous parvenaient à interagir dans un objectif commun. Il y avait donc ces repas collectifs. Les chemins étaient tracés ensemble. Donc un tissu communautaire, une organisation communautaire qui avait une mémoire, puisque c'était des personnes déplacées, et qui arrivait avec une grande puissance et allait au-delà d'une simple résistance à la précarité, qui offrait des solutions alternatives. Donc cette notion de persistance est une notion très puissante et différente de la notion de résistance, car je crois qu'il n'est pas nécessaire de dépenser tant pour créer quelque chose si cela existe déjà dans les littératures, s'il y a déjà des notions qui existent pour interpréter ce que nous voyons. Et donc, il y a une limite dans la catégorie de résistance et cette persistance apparaît en contradiction avec la difficulté, la précarité qui, évidemment, dans les mémoires des afrodescendants et des autochtones, et également au sein des populations paysannes et des quartiers populaires, montre que cela apparaît dans la force du collectif, ces éléments artistiques, ces éléments de mémoire, de travail commun, rendent possible la génération d'une alternative au néolibéralisme et au capitalisme et va bien au-delà de la survie et de ce qui est sur le marché et permet de concevoir des alternatives possibles où les grands processus révolutionnaires semblaient être plus faibles et la révolution cubaine a bien sûr généré un effet d'échelle pour tous les pays latino-américains en démontrant qu'il était possible de créer une alternative révolutionnaire, mais les guérillas se sont épuisés parce qu'en plus de 50 ans, ils n'y sont pas arrivés. Et j'ai vu également dans les communautés, les peuples, il y avait des dynamiques sociales qui créaient des formes de pensée menant à l'espoir. Donc, ce concept qui a été travaillé, ce concept sur la précarité, et nous avons uni ces deux dynamiques dans une proposition pour un groupe Klaxon à l'époque, persistance et précarité en Amérique latine, avec cette idée que les contextes et les expériences empiriques nous permettent d'avoir les clés pour construire, parce que c'est bien plus qu'une notion, nous permettent de construire et d'identifier des éléments qui nous permettent de comprendre comment les personnes, les communautés et les peuples persistent malgré l'oppression, l'aliénation, une sensation où il n'y a pas d'alternative possible, de redonner de l'espoir. Donc, atteindre un niveau de conscience qui permet de créer des alternatives au capitalisme. Et il faut s'intéresser à ces peuples, à ces sujets qui ont lutté en pleine précarité et sont parvenus à construire des alternatives possibles au sein d'une pression si forte que celle créée par le capitalisme. Merci beaucoup Andrea. Alors, tu as déjà commencé à répondre à certaines des interrogations que j'avais sur la plus-value de la notion de persistance par rapport notamment à l'idée de résistance.
Donc, c'est super. Ce que tu dis me permet d'aborder, on va dire, une deuxième phase de l'interview qui consiste justement à parler des usages de ces notions et à rentrer un peu plus en profondeur dans ces usages-là. Et une chose qui m'intéresse beaucoup, notamment, c'est de vous interroger toutes les deux sur l'intérêt de la notion en articulation avec des aspects méthodologiques. Euh, Ça me semble aussi là un point commun qui unit vos travaux. Parce que dans la notion de persistance, dans les textes qui parlent de persistance, vous évoquez le fait que ça n'est pas possible de travailler sur la persistance si on ne s'intéresse pas de très près aux acteurs. Et vous dites que pour travailler la persistance, il faut aller à la rencontre des acteurs et ne pas les observer en surplomb. Et donc, c'est pour ça que l'unité d'observation privilégiée dans vos travaux, ça va être la communauté, le voisinage, par exemple. Et en écho à ça, la notion de subsistance, elle implique, elle, d'observer le foyer, l'espace domestique ou ce qu'on appelle aussi en français la maisonnée. Alors là, je ne sais pas du tout comment traduire ça en espagnol et je vais laisser Carmine et Loman se débrouiller avec ça, mais la maisonnée en français, c'est un espace physique, mais c'est aussi un espace de vie peuplé par des humains, des animaux, des plantes, où peuvent se partager des ressources, des formes d'entraide et des modes de vie. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que chacune de ces notions implique des techniques d'enquête adaptées pour se rapprocher de la vie et de la pensée des gens, et du coup pour identifier des phénomènes un peu différents de ce qu'on peut voir dans la sociologie critique, la sociologie de la domination classique. Euh, donc, je voudrais te demander, Geneviève, pour ce qui te concerne, quand tu expliques que justement l'intérêt de la maisonnée, c'est que c'est une unité d'analyse pertinente, est-ce que tu peux, bon d'abord peut-être nous expliquer un peu mieux ce qu'est la maisonnée et en quoi c'est à cette échelle-là qu'il est possible de comprendre l'existence un peu énigmatique, du coup, de ces modes de subsistance qui sont finalement des modes de vie aussi un peu hors normes. Excusez-moi, la notion de subsistance, en fait, en français, on parle beaucoup d'auto-subsistance. Et du coup, je ne sais pas si c'est la même chose en espagnol. Et moi, du coup, j'ai apprécié beaucoup le fait d'enlever le mot auto-subsistance parce que c'est comme si c'était des groupes ou des foyers domestiques, comme des îles isolées, en fait. Or, en fait, la subsistance, elle est communautaire, au sens où il y a forcément, c'est pas un foyer tout seul qui assure sa propre subsistance. La subsistance, elle est partagée entre différentes maisonnées, justement. En anglais, on dirait peut-être household. C'est assez. Et donc, la subsistance, moi, j'ai inventé un mot qui dit entre, trait d'union, subsistance. Et intersubsistance, pour dire que c'est jamais une subsistance tout seul et jamais une subsistance pour une seule famille. Et ça implique déjà une organisation avec des proches, des gens proches. Et donc, du coup, et ce n'est pas familial uniquement. La subsistance, ça oblige à se poser la question, et donc c'est un point de vue méthodologique important, c'est que du coup, moi, je ne fais pas nécessairement de la sociologie de la famille. Quand je travaille sur la subsistance, je fais vraiment de la sociologie et de l'ethnographie du travail et des pratiques. Et donc, le travail de subsistance, il est accompli dans des lieux où des humains, mais aussi des non-humains, mais aussi des outils, des animaux, des plantes vont partager un espace qui est un espace de travail commun pour la subsistance commune aussi bien et ça c'est pas forcément
liés par de la parenté. Il y a beaucoup de personnes qui cohabitent, aussi bien, alors moi, c'est des collectifs alternatifs anticapitalistes, hein, qui peuvent vivre dans des squats, mais aussi ça renvoie aux sociétés paysannes où il n'y a pas que des parents et des enfants, mais il y a vraiment la famille élargie, mais aussi plein de personnes accueillies, plein. Et donc le principe en fait, c'est que ce qui réunit tout ce monde, c'est de contribuer à la subsistance de tout ce petit monde en fait, moi j'ai qualifié du coup la subsistance commune. Donc en fait, d'un point de vue méthodologique, ça veut dire qu'à la fois il faut trouver donc ces fameuses maisonnées qui sont des unités de production, on va dire, de la subsistance, mais qui relient, mais qui sont dans un même lieu, mais aussi des liens avec d'autres maisonnées. Donc déjà, ça implique de faire un réseau, enfin de tracer des réseaux. Et surtout, ça veut dire qu'il faut faire, enfin, ça dépend pour quelle période ou pour quel type de subsistance on travaille, mais en gros, ça implique dans les sociétés de consommation de pouvoir distinguer ce qui peut relever du travail de subsistance et ce qui relève du travail de consommation, de choses achetées. Et donc, il y a des circulations, on achète des choses pour faire de la subsistance et ne plus avoir à les acheter, en fait. Il y a tout un circuit comme ça. Donc, en fait, la subsistance, c'est assez compliqué parce qu'elle n'est jamais pure. Elle est toujours mélangée à d'autres formes, surtout dans des étant donné le niveau d'emprise du capitalisme et de l'industrie dans nos sociétés, c'est toujours mélangé. Et donc, dans mon cas, j'ai fait de l'ethno-comptabilité. Alors, c'est un terme, franchement, un peu qui paraît comme ça. C'est aussi une méthodologie. On est à tout un groupe d'enquête, mais en fait, on fait des budgets temps. On compte à la fois de l'argent dépensé, du temps passé, mais aussi justement de l'argent non dépensé, c'est-à-dire du travail fabriqué directement dans lequel l'achat est venu avant, mais il peut être fabriqué en relative autonomie. Et donc, pour démêler toutes ces strates, on fait des inventaires, mais des inventaires complets. En fait, on va dans une maisonnée ou dans un foyer et on fait des inventaires complets d'outils, des inventaires complets d'activités pour voir quand est-ce qu'il y a du travail de consommation, travail de subsistance, travail militant, travail de réseau, parce que, etc. Donc, quand est-ce que c'est marchand ou non marchandisé, quand est-ce qu'il y a des dons, quand est-ce qu'il y a de la récupération de matériel, quand est-ce qu'il y a des échanges. Et donc, ça permet de voir une multitude en fait d'activités en zoomant, en faisant un zoom complet, parce que évidemment, c'est vraiment très lié à ce qu'Andrea disait sur la persistance, hein, qui fait que c'est foisonnant, c'est des activités effectivement comme des marguerites dans le ciment. Et donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette, cette image, parce qu'en fait, ça implique du coup un mode de collecte qui fait que on va essayer de voir combien ça a coûté de faire du ciment et finalement comment ils ont réussi à ouvrir les fissures pour faire pousser quand même des marguerites. Et donc, quelle part d'activité est consacrée à toutes ces activités et comment, avec quelle superposition. Et donc, on s'intéresse beaucoup à la question de division genrée du travail, évidemment, mais aussi de division entre du travail qui va être marchandisé, du travail qui va être transmis justement hors, plutôt au sein de la maisonnée ou du réseau de proches. Et donc, c'est vraiment une invitation en fait à zoomer complètement, voire même aussi bien sur ce qu'on fabrique, ce que les gens fabriquent, mais aussi comment ils s'approvisionnent. Et donc là, on suit des flux de matière
Et c'est aussi tout un travail sur la question qu'on se pose toujours dans le travail de subsistance, c'est d'où les choses viennent et que vont-elles devenir. On est toujours dans une relation cyclique au monde et évidemment quand on est dans une société de subsistance très autonome, il y a une maîtrise relative, en tout cas importante, de d'où ça vient et où ça va. Et nous, évidemment, dans les sociétés de consommation où il y a de la subsistance qui subsiste et qui persiste, c'est compliqué d'avoir toute cette chaîne-là, toute cette vision-là. Et donc, c'est toujours intéressant de repérer de façon très fine ces moments où il y aura une relative autonomie et puis les choses qu'on va abandonner. On va se dire là je ne peux pas y arriver, alors soit c'est une autre maisonnée qui le prend en charge, soit c'est trop dur de lutter contre le capitalisme. Je pense aux néo-paysans sur lesquels je travaille, ils vont pas fabriquer leurs tracteurs. Voilà, ils vont devoir ils vont apprendre à réparer des tracteurs, c'est sûr. Mais en tout cas, ça permet du coup aussi de sortir de l'unique prisme professionnel en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il y a de l'artisanat et des formes paysannes et des formes domestiques qui sont aussi bien professionnalisées, on va dire, que mise en œuvre dans des échelles qui sont celles du quartier, celles d'un village ou celles d'une maisonnée et qui vont faire l'objet d'autres échanges. Voilà. Et donc, l'ethnocomptabilité, c'est une manière pour moi, par exemple, quand on m'explique que ce travail de subsistance est récupéré par le capitalisme, par exemple, hein, sous forme d'un artisanat qui serait vendu, moi j'aime beaucoup dire, d'accord, mais combien d'euros exactement? Parce qu'en fait, c'est quand même pas énorme. Voilà, parce que et puis ça permet aussi de rendre visible ce qui va être économisé, ce qui permet justement de ne pas en passer par la vente de son travail, puisqu'on a réussi à économiser beaucoup d'argent et donc beaucoup de dépenses. Ça permet aussi de mesurer du temps et du rythme de travail. Et là, c'est pour moi aussi un point important parce que j'ai vu dans les sociétés, les groupes hein, alternatifs, anticapitalistes et néo-paysans, beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, à vouloir, enfin, à essayer de réenclencher des cycles de subsistance dans une société qui fait la guerre à la subsistance. C'est très, très, très fatigant, très chronophage. On n'a jamais les terres qu'il faut, il n'y a jamais toute la chaîne artisanale non plus. Et donc, cette fatigue-là, ce rythme très intense, c'est aussi une manière la complexité aussi, de rendre la chose, montrer que c'est très complexe. Ça permet aussi pour moi de rendre justice à ce travail d'acrobate, enfin, de cumul des savoirs de consommation et des savoirs de subsistance, et qu'on sorte aussi de l'imaginaire pastoral, édénique, de la vie, de la simplicité retrouvée. C'est très difficile et ça demande beaucoup d'énergie en fait. Et donc il y a beaucoup de plaisir aussi, hein, évidemment, à lutter, à résister, mais il n'empêche que c'est fait avec des forces parfois aux limites en fait. Hein, et donc moi j'ai vu beaucoup de personnes sur lesquelles j'ai enquêté très aux limites de ce qu'elles pouvaient donner dans une journée pour ces formes de résistance. Et ça permet de voir du coup qu'est-ce qui les fait tenir ensemble, qu'est-ce qui fait que ça tient quand même. Et donc là, voilà, c'est une manière aussi d'enquêter sur à la fois des formes de pénibilité et de plaisir dans cette vie très contrainte, malgré tout, puisque l'emprise capitaliste reste gigantesque. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai réussi à donner une idée de ce que c'était que l'ethnocomptabilité, mais c'est beaucoup de comptes, de comptabilité, mais c'est aussi beaucoup de récits. On raconte beaucoup de façon très très dense ce qui se passe en 1 heure de temps, et c'est aussi des dessins, des cartographies.
pour vraiment rendre très, très, très foisonnant ce qui au départ paraît simple, du genre ah ouais, les gens ont un potager, ah ouais, d'accord. Bah, en fait, c'est beaucoup plus, c'est un monde qui surgit dès qu'on commence à vouloir avoir un potager dans un monde de consommation, quoi. Oui, merci beaucoup Geneviève, vraiment merci et d'ailleurs, j'invite, les lecteurs, français, enfin francophones et même hispanophones à regarder dans ton ouvrage, dans tes ouvrages, on voit des pages, des chapitres entiers consacrés à l'ethnocomptabilité et donc ça permet, même si on ne comprend pas le français, je pense qu'en voyant à quoi ressemble un journal de terrain et à quoi ressemblent ces plans, par exemple, dont tu parles, qu'est-ce que ça peut donner l'ethnocomptabilité de ces réseaux de maisonnées. Euh, je voudrais interroger maintenant Andrea aussi sur cet aspect méthodologique qui est très important parce que la méthodologie n'est pas qu'un outil technique, c'est vraiment le prolongement d'une pensée et d'une posture épistémologique. Et du coup, je voudrais te demander, Andrea, par rapport à ces méthodes, donc toi, tu as travaillé avec la recherche action, la recherche participative, et tu travailles aussi avec ce que tu appelles l'ethnographie de la mémoire, et qui fait un peu écho aussi à ce que nous a dit Geneviève, parce que dans l'ethnographie de la mémoire, il y a toute une attention portée au territoire, par exemple. Et donc, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ce que tu as réussi à voir de différent grâce à cette ethnographie de la mémoire. Et je pense par exemple à la manière dont ton travail a pu proposer une critique de la catégorie de victime. Et j'aimerais bien que tu nous parles de ça et de la manière dont cette ethnographie de la mémoire permet de voir comment des personnes arrivent justement à dépasser la fatalité d'existence précaire ou la fatalité de vie impactée, enfin marquée, rongée par la violence. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ces méthodes, de ces méthodologies en articulation avec l'intérêt et avec ce qu'elles nous permettent de voir? Bueno, muchas gracias. Yo quería decir algo que me quedó como en punta de Merci la beaucoup. Je anterior voulais dire quelque conversación chose y voy a retomar lo que par estaba rapport diciendo à un petit en commentaire parte parte de de ce eso. qui a été dit avant. Y es que en el contexto latinoamericano Et je ha voulais dire, c'est habido que dans les una contextes resistencia latino-américains, il permanente y a eu y une una zona résistance de persistencia permanente. en la C'est pour ça qu'on dit colonialidad. la O sea, persistance creo que esa es una dans la característica, colonialité. como ciertos Je pueblos pense que migrares y colectivos, certains a peuples, pesar certaines de la communautés, colonización tan malgré profunda la y colonisation salvaje que aussi hubo forte, aussi luego del sauvage colonialismo y qu'on en a todas eue, sus fases también igualmente et ensuite, salvajes, bon, il y a eu se le han mantenido. capitalisme sauvage, etc. Definitivamente Malgré no tout, ces persisten communautés como esa margarita, digo yo, sont puesta restées. ahí en medio del cemento. C'est comme cette Entonces creo que el tema de la fleur qui naît colonialidad au milieu tiene du un béton. carácter particular Et je y pense qu'en creo effet, que le ha contexte contribuido latino-américain no fait que la solamente en la colonialité economía doméstica, donne sino un como autre que aspect à siguen tout ça. manteniendo Et c'est muchos aussi elementos grâce à infiltrantes de ça la qu'on vida. peut Y es comprendre que comment ellas les que a femmes et certaines ciertas communautés medidas, un trabajo que nunca ha sido arrivent à valorizado, el trabajo sauvegarder un certain doméstico, y travail, sin comme le embargo en travail ese domestique, momento qui n'a la jamais été literatura valorisé. Et c'est académica, pour el ça conocimiento que están les femmes se sont yendo maintenues. hacia este tipo Maintenant, il y a de toute omisiones, la que son las littérature mujeres, académique qui en este s'intéresse caso las aux mujeres femmes, negras, qui oprimidas, s'intéresse aux indígenas femmes noires, o qui s'intéresse aux femmes campesinas indigènes, o aux femmes paysannes y son las oppressées. mujeres que Et ce mantienen esos sont ces procesos y que los femmes-là qui sostienen en la vida. continuent le processus, qui Entonces, maintiennent tous ces processus dans la vie. metodológicamente, definitivamente Alors, me identifico méthodologiquement, con una moi, je metodología que nace en m'identifie América vraiment Latina en los años avec une 60 y es la méthodologie qui est née definición, acción, dans les participación, années 60, que significa, en recherche pocas palabras, que active, vamos a investigar recherche con él, con participative. ella, con ellos, con Et él, ça con el veut dire que contexto, nous, on fait que la todos recherche avec eux, avec investigamos y elles, avec tenemos les que contextes, apoyar et qu'on doit el desarrollo de ciertas soutenir le capacidades y développement de desarrollar certaines ciertas capacités capacidades y et qu'on armar doit equipos apprendre de juntos. eux, En eso me he apprendre movido d'elles. durante toda
faire un travail tous ensemble, toutes ensemble. Et c'est comme ça que j'ai décidé de travailler dans ma carrière. Et je pense qu'il faut faire la recherche pour déclencher, pour mener des actions. Et donc, cette catégorie de persistance a aussi un fond politique très important. C'est pas seulement dire, d'accord, il y a des populations et malgré 5 siècles de colonisation, ces populations continuent à faire certaines choses, alors oui, on va choisir le quinoa, certaines cultures, etc. Non, c'est pas suffisant. Et ce qu'il faut faire, c'est que on doit se dire, à partir de tout cela, on peut comprendre qu'il y a des alternatives. Parce que c'est pas parce que le capitalisme nous a dit qu'il fallait penser comme ça, qu'il fallait penser marché, qu'il fallait penser consommation. Non, il y a d'autres possibilités. Et collectivement, il y a des possibilités. Évidemment, je parle depuis ici, depuis l'Amérique latine. On peut voir qu'il y a d'autres logiques. Alors, c'est là, je pense que c'est très important. Recherche, action et participation. Et cette méthodologie de participation, en ce moment, je développe un projet pour identifier ce que Flora, dans la question et dans l'invitation, a dit. C'est-à-dire, où va cette catégorie, où va cette notion? Moi, j'ai travaillé dans un projet qui s'appelle Précarité et persistance socio-culturelle en Amérique latine. Et il y a 6 cas ethnographiques. Je vais parler aussi de l'ethnographie de la mémoire. Il y a 6 cas ethnographiques et je pense que la participation et la construction, si je pense que ce n'est pas nous, comme élite académique, qui vont trouver la réponse, moi, ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas nous qui allons faire les choses, c'est eux et elles, et c'est le territoire qui va donner les réponses. Et donc, c'est pour ça que nous devons créer, depuis l'académie, la participation pour construire la connaissance avec eux. Et donc, la notion de persistance s'est construite avec 6 communautés ou collectifs, je ne sais pas exactement comment les nommer, parce qu'il y en a qui sont des collectifs, d'autres qui sont communautés, et d'autres, c'est une communauté. Il y en a 4 à Medellín. Il y en a un, c'est un potager agroécologique dans un hameau qui est très colonisé par la ville, très urbanisé, mais qui résiste. Il y a aussi un collectif de théâtre qui s'appelle La Barque des Fous, qui a plus de 40 ans. Ils sont tous une caractéristique, c'est une persistance de plus de 20 ou 30 ans. Et aussi les tissus sociaux. Les Barques de Fous, c'est un groupe de théâtre alternatif qui refuse d'être dans le circuit officiel de théâtre. C'est important pour eux, l'autonomie. Et un autre qui s'appelle la famille de la rue, ce qu'on appelle l'économie informelle. Et tout cela prend beaucoup de force en Amérique latine avec le travail populaire. Et je pense que c'est surtout un travail majoritaire. Et donc, cette organisation s'appelle la famille de la rue. Et je travaille aussi avec un collectif de victimes de la violence de la région de Urabá, en Colombie, qui est vraiment une région qui a été très impactée par la violence. Que ces femmes ont été victimes de la révictimisation. Ils ont souffert beaucoup de violence. Elles se sont elles sont parties vers des villes et ensuite elles ont encore été victimes de violences dans le nouvel endroit où elles sont arrivées. Donc, ces communautés de femmes ont commencé à construire des organisations. Donc, c'est la persistance et la résistance à la mémoire, mais aussi à des
moment. Et je travaille aussi dans un autre collectif avec le Brésil, avec une organisation, une coopérative de résidence qui a plus de 60 ans en Uruguay. Donc, je vais dire quels sont les usages à partir de la participation que je trouve importants. Donc j'ai l'impression de tout ce que je fais par la forme participative, nous sommes en train d'essayer d'identifier des thèmes importants comme comment on peut persister, pas seulement par ce qui est économique ou alimentaire, mais également par la défense de l'espace, du territoire. Cela est lié à la subsistance et la défense de l'espace, la défense de la terre, de son utilisation, des ressources naturelles, mais également la défense de l'autonomie. C'est ce que propose la troupe de théâtre, la défense de la possibilité de partager et d'avoir des espaces collectifs, comme le propose la coopérative du logement. Et donc, ces directions qui, du point de vue économique, matériel, ressources naturelles, sont symboliques et organisationnelles, nous essayons de travailler pour voir si on peut renforcer avec plusieurs dynamiques ces connaissances, ces pratiques et être encore plus solide parce que je pense que dans la communication et l'articulation peut résister et persister de manière alternative à la mort que nous propose le néolibéralisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andrea. Et comme le temps passe, j'aimerais bien vous entendre une dernière fois chacune sur, on va dire, un regard un peu, comment dire, qui allie à la fois, enfin qui réunit ce qui peut être commun et ce qui peut être différent entre le contexte français et le contexte latino-américain. Et je pense que c'est un peu l'une des raisons d'être aussi de l'anthropologie et l'une des raisons d'être aussi de ce projet spécifique, c'est est-ce qu'on peut penser ensemble des situations différentes avec des mots communs ou des situations communes malgré des mots différents. Et donc, Andrea, tu nous as parlé là un petit peu dans la fin de ta réponse à la question de la terre, par exemple. Et il me semble que justement, il y a dans l'idée de persistance cette idée de temps long, avec à la fois une projection dans l'avenir, mais en même temps une projection qui s'inscrit dans un territoire. Et donc, est-ce que, enfin moi, la question que je me pose en tant que française, en tant que chercheuse française, c'est est-ce que tu penses qu'il y a des spécificités latino-américaine en lien avec cette question de l'espace et du temps. Je pense par exemple à la question autochtone des communautés, mais aussi à des spécificités comme l'urbanisation en Amérique latine et à la question du droit à la ville qui est important, ou je pense aussi, notamment pour la Colombie, à la question des conflits armés. Voilà, donc est-ce que tu peux nous parler, pour terminer, de ce que tu penses d'une spécificité latino-américaine autour de la persistance, ou au contraire, est-ce que tu penses, en ayant écouté Geneviève notamment, est-ce que tu penses qu'on pourrait utiliser ce terme-là dans d'autres circonstances? Yo creo que se puede usar Moi, en je pense términos qu'on peut utiliser tout ce langage conceptuel présenté par Geneviève me paraît tout à fait pertinent et il y a beaucoup de points communs. Je pense que, sans doute, la question de la défense du territoire, ces sujets d'autres pratiques
Il y a eu une conférence qui m'a beaucoup intéressé, à laquelle j'ai assisté, qui est l'élaboration, la construction de choses que font les gens, mais les gens ne se rendent pas compte qu'ils font ces choses, des choses bizarres. Par exemple, construire des choses chez eux, certains savoirs qui existent mais qui ne sont pas capitalisés. Je crois que là, il y a un grand potentiel. Donc je pense que oui, la catégorie de la subsistance peut faire écho, tout comme la réexistence. Cette notion, si on la creuse, amènera un futur meilleur et une collectivité, et cela ne sera pas seulement territorial ni économique. Cela aidera les victimes des violences. La troupe de théâtre n'a pas de territorialité. Les victimes des violences ont été déplacées des territoires. Mais ici, on parle, on se bat pour la mémoire qui permet une collectivité, un meilleur avenir, résister et demander réparation. Je pense donc que la mémoire devient alors un dispositif de pouvoir pour lutter contre ce qui semble impossible actuellement. Je travaille sur 2 projets de collectifs de victimes. Beaucoup d'entre elles ne savent même pas écrire. Elles ont d'autres niveaux culturels, mais elles ont une capacité de persistance impressionnante. Alors, moi, je pense qu'il y a là une force, la force du collectif. Il y a un autre élément qui me semble important de montrer, qui va bien au-delà de ce qui est économique, de la production et de toute cette comptabilité. C'est la lutte pour le modèle de socialisation sociale. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de persistance de plusieurs générations. Par exemple, dans le collectif des victimes dont je parle, il y a Monica qui a 82 ans, Xavier Carmen qui a 46, Andrea et Judith qui ont 20 ans. Il y a donc 3 générations qui travaillent dans le même collectif, dans lequel moi aussi je suis intervenu. Certaines ont des enfants. Donc il y a un processus de socialisation d'une idée de l'avenir et de lutte permanente. Par conséquent, je pense qu'en Amérique latine, dans beaucoup d'endroits très précarisés, comme il y en a également en Afrique, et pas seulement dans ces lieux, naissent des alternatives qui sont différentes du système. Il y a des mémoires, il y a des questions de peuples, de communautés qui se sont organisées et qui maintiennent des dispositifs qui sont pleins de potentiel. Je pense qu'il y a plusieurs caractéristiques en Amérique latine. Nous avons une mémoire claire sur ces processus de lutte permanente, lutte paysanne, des mouvements sociaux, des mouvements guerrieros, de l'opposition, mais nous avons également la théologie de la libération. Nous avons l'éducation à la libéralisation, cette méthodologie, à l'éducation populaire, à l'action participation depuis plusieurs décennies. Et cela devient des possibilités parce que la précarité à elle seule ne génère pas des solutions alternatives. Donc on parle de lutte, de résistance, de persistance et d'une certaine manière, ce sont là des éléments clés en termes de dispositifs. Et également la différence que je perçois, c'est que dans la persistance, on pense à actionner une solution alternative au système. Il ne s'agit pas seulement de se maintenir à flot, il faut transformer les choses. Il y a donc une proposition libératrice. Et je ne parle pas ici d'une armée, je parle du fait qu'à travers ces pratiques, on peut
mettre en place des alliances, bien sûr des alliances internationales. C'est la raison pour laquelle je crois que cet espace est extrêmement important. Merci beaucoup, Andrea, et notamment pour ces dernières phrases qui sont porteuses d'espoir, d'espérance. Et donc, je vais poser une question un petit peu en écho à Geneviève, en écho à ça, pour donc conclure cette interview croisée et proposer un mot final. Et notamment, il y a un terme que tu utilises dans ton travail qui est celui d'économisme vernaculaire. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant et que j'utilise là dans le cadre de cette interview, j'ai trouvé extrêmement intéressant que tu dises, que tu utilises le mot vernaculaire pour ne pas reprendre le terme de féminisme indigène qui renvoie aux peuples colonisés par les Européens. Et donc tu utilises le mot vernaculaire pour signifier cependant qu'il existe en Europe des personnes qui revendiquent une autochtonie et chose qui consiste à tisser des liens et à œuvrer avec les personnes, les ressources et l'histoire propre à un territoire. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était une forme de réflexivité et de délicatesse épistémique, on va dire, le fait de ne pas choisir indigène mais d'utiliser le terme de vernaculaire. Et donc, pour conclure, je voudrais te demander si tu penses que voilà, il y a des spécificités ou pas à certaines de tes notions, même ce que je viens de dire commence à y répondre. Et qu'est-ce que, voilà, quel regard tu portes sur ce croisement entre les propos d'Andrea sur la persistance et tes propres travaux sur la subsistance? Oui, c'est vrai que en français, le terme, enfin, moi j'ai souhaité hein, politiquement que le terme indigène, autochtone, reste vraiment pour des populations autochtones et que, parce qu'en sociologie, en France, on utilise aussi le terme autochtone, mais pour désigner en fait des gens qui habitent dans un territoire de leur naissance, sans référer aux populations et à la lutte autochtone. Et donc, je voulais vraiment ne pas qu'on arrête cette appropriation de termes politiquement très importants. Et donc, le mot vernaculaire, c'est vrai que ça permet, et puis peut-être qu'on peut parler de néo-vernaculaire aussi, hein, de formes de réinvention de formes traditionnelles en France, aussi pour se distinguer d'une approche d'extrême droite, en fait, que nous, on peut avoir évidemment aussi en Europe, hein, où on va se référer à des formes de tradition, mais qui sont complètement, là aussi, politiquement, pas du tout ce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que, et dont je parle en fait. Hein. Donc, du coup, le mot vernaculaire, ça se situe entre les deux et ça permet de parler de savoir-faire, mais dans une forme d'avoir conscience que nous avons été les colons. Voilà, enfin, en tout cas, nous avons colonisé des peuples. Mais il s'est passé aussi quelque chose, en tout cas, de l'ordre dans l'exode rural en Europe, en tout cas, qui fait que des populations avec un savoir-faire rural ont été euh, considérés en fait aussi, mais pas du tout de la même manière hein, que les peuples colonisés, mais en tout cas, leur savoir-faire a été disqualifié et dévalué. Et donc, euh, et là, pour le coup, en tout cas, nous, c'est une amnésie profonde. Et la question de la mémoire, elle est vraiment très lointaine, en fait. Hein. Il y a vraiment, on sait que nous, la fin des sociétés paysannes, c'est arrivé il y a vraiment très longtemps, même si c'est très varié en Europe. Et donc, le travail aujourd'hui de réinvention de ces formes-là, c'est aussi de prêter attention, d'éviter de plaquer ou de s'approprier justement des formes d'appropriation culturelle euh, qui sont aussi très, très
l'une des possibilités aussi des peuples colons hein, qui peuvent continuer leur appropriation culturelle voilà. Donc ça, c'est un premier point terminologique. Mais l'autre point qui, moi, me semble important, c'est que du coup, politiquement, la question, c'est de savoir quels sont donc des savoir-faire du milieu de vie, je ne sais pas comment les qualifier, comment faire en sorte que des gens ordinaires fabriquent des tas de choses tous les jours, aussi bien à la campagne qu'en ville ou en banlieue ou dans des situations de squat ou dans des mondes militants, fabriquent des tas de choses et comment réussir à et qui sont en fait connectés et qui permettent de résister ensemble. Et donc, il y a vraiment là tout un tissu très très fort de résistance, qui en tout de mouvements sociaux aussi, qui permet de connecter vraiment une femme au foyer qui habite à côté d'une grande industrie et qui va là dire je vais lutter contre l'implantation de cette usine toxique et aussi bien un bricoleur ordinaire qui va prêter son garage que des militants qui font le tour, hein, un tour international aussi, et qui vont de lutte en lutte pour aussi donner hein, toute leur force de travail militant pour cette lutte. Et donc moi, ce qui me plaît hein, dans cette notion de subsistance en lutte et de guerre menée contre la subsistance, c'est que ça va connecter vraiment des personnes qui sont à la fois militantes et non militantes, des personnes qui ont un travail ordinaire et des personnes qui vont être précarisées et qui vont vraiment se retrouver autour finalement d'un territoire à défendre. On a vraiment, en tout cas en France, on a ce mouvement qu'on a appelé le mouvement des zones à défendre, qui sont des luttes d'occupation de terres contre une implantation capitaliste en fait, ou une occupation capitaliste de cet espace. Et on voit vraiment ces coalitions se faire. Et ce qui est très extraordinaire, c'est que ces luttes organisent la possibilité de durer dans le temps en créant des activités de subsistance communes. Et ça aussi, c'est vraiment beaucoup, ça donne énormément d'espérance parce que c'est des outils aussi, des formes en tout cas de mobilisation territorialisée et qui permettent que des savoir-faire de subsistance vernaculaire d'un côté, mais aussi des savoir-faire qui ne le sont pas, vont pouvoir inventer ensemble des modes d'occupation du territoire pour durer. Et cette façon-là de coordonner ces forces est mobile et comment dire, se déplace de lieu en lieu et créer dans des nouvelles zones à défendre. Donc voilà, et je pense pas, enfin en tout cas moi en tant que je sépare pas la question de la recherche de la question du militantisme. En fait, c'est aussi, même si, enfin l'idée c'est de comment dire, en tout cas, une des formes que moi je pense très importante, c'est pas d'imposer effectivement un cadrage ou un modèle. Et d'où nous on dit que l'ethnocomptabilité, on l'a fait avec tous les. C'est pas nous qui la fabriquons, c'est les personnes en fait qui définissent leurs besoins de ce qui mérite d'être compté ou d'être pris en compte ou d'être mis en valeur. Et donc c'est vraiment très très aussi participatif et donc, il y a des groupes militants, en fait, qui s'emparent de cette façon-là de faire, qui permet de compter ses forces, en fait, aussi, et sur qui on peut compter. Ce qui est pas, ce qui est pas, ce qui est pas rien. Nous, on a une oppression, en tout cas, en ce qui concerne notre spécificité face à une extrême droite vraiment très, très montante et qui
et qui en fait, c'est une manière de, enfin parce que là pour nous, enfin en tout cas pour moi, comment raccrocher des gens du côté de formes de subsistance commune pour et de lutte contre la subsistance pour pas qu'ils aillent du côté de formules d'extrême droite réactionnaire qui en fait mènent la guerre contre la subsistance de façon très, très profonde. Et donc, ça permet par exemple de ne pas parler d'écologie. Enfin, c'est un peu, ça permet de réunir les gens autour du fer, de la fabrique commune. Et ça évite le côté écologie bourgeoise, imposée du haut. C'est vraiment repartir de pratiques ordinaires. Donc ça, je pense pour moi que c'est vraiment très important en tout, mais pour nous. Et je vois vraiment beaucoup, beaucoup de liens avec la notion de persistance, même si je vois bien que nos sociétés ont des niveaux de on n'a pas subi la violence coloniale déjà. Enfin, je vais comment expliquer. Donc, ça fait une différence gigantesque en termes d'accès aussi ou de droit à la subsistance, qui est de toute manière une strate contre laquelle on n'a pas à lutter. Donc, pour moi, il faut maintenir comme cette énorme différence. Merci beaucoup. Et voilà, je suis très contente aussi, Geneviève, que tu aies terminé voilà, en pointant bien sûr cette spécificité, le colonialisme ou la colonialité, comme on le dit maintenant dans les sciences sociales latino-américaines. Ça me paraît important et en même temps, on est dans des contextes politiques, notamment face à l'extrême droite, qui sont, je pense, quand même en résonance. Et là, c'est vraiment enfin voilà, c'est très important intellectuellement, politiquement, et moi, à titre personnel, je conclus cette interview en vous disant que je suis extrêmement heureuse que ce lien, il se passe aussi par la rencontre, alors derrière un écran, mais je pense que c'est des débuts et je pense que ces dialogues-là, ils sont extrêmement précieux aujourd'hui. Donc je vous remercie infiniment, vraiment. Euh, Très chaleureusement, toutes les deux. Et si vous avez envie de dire un tout dernier mot rapide pour conclure, je vous laisse la parole, mais c'est comme vous le souhaitez, vous avez déjà énormément nourri les échanges. Andrea, est-ce qu'on te redonne la parole pour simplement se saluer, se dire au revoir et te souhaiter une bonne journée en Amérique latine, une bonne journée qui commence? Bueno, sí, no, yo estoy muy contenta y Oui, agradezco moi je suis très heureuse et je vous remercie d'avoir organisé tout cela. Quand je vois que l'organisation en Europe est très bien faite, j'ai beaucoup appris, c'est différent de chez nous. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de Geneviève, je les ai trouvés très intéressants et je vois les différences, oui, mais je crois également qu'il y a au niveau mondial des points communs qui, du point de vue universitaire, nous permettent de penser à d'autres possibles plus participatifs avec l'idée d'un espoir pour un meilleur avenir. Je crois qu'il est important de nous connaître, de nous reconnaître et de nous épauler. Rencontrer des gens qui sont du niveau de Geneviève, qui pensent que les communautés paysannes, les femmes, entre autres, ont un énorme potentiel et à partir de ce travail participatif, on peut trouver de belles idées, des dynamiques pour générer des possibles. Et je crois qu'ainsi, nous pouvons avoir une connexion profonde et réfléchir entre intellectuels où l'éthique et la politique avancent main dans la main et apprendre de cette technologie qui nous permet de communiquer à distance, comme l'a dit Flora, et
tirer profit de ces rencontres dans nos travaux. Merci beaucoup. Geneviève, si tu veux toi aussi dire un petit mot. Merci beaucoup, Flora, et puis toute l'organisation, et puis Andrea. Moi, je suis vraiment, vraiment très, très heureuse, quoi, vraiment d'avoir eu cette occasion incroyable d'échanger sur des formes féministes, politiques, militantes, académiques, complètement imbriquées, et dans lequel on peut discuter avec confiance aussi de tout ça, parce qu'on est dans un milieu aussi académique où voilà, ce genre de posture n'est pas toujours simple à défendre, et pourtant on sait que c'est vraiment, vraiment d'avenir. Voilà, donc pour moi aussi, c'est un soulagement. Enfin, voilà, le militantisme est international, anticapitaliste, et voilà, qui est une internationale de la persistance-subsistance, évidemment. c'est à Je faire pense, ensemble, ouais. je pense qu'il faut laisser cette je ne rajoute plus rien, je laisse cette dernière phrase magnifique sur l'international de la persistance et de la subsistance.